Alors, ça me fait plaisir de passer à la partie plus expérientielle de la journée. Et une première table ronde sera animée par Manon Blackburn. J'ai sa biographie ici, là. Je la connais depuis 17 ans, mais je vais vous la lire quand même. Puis la biographie, elle n'est pas à jour, j'aime autant vous le dire. C'est écrit qu'elle est médecin spécialiste au CIS de la Montérégie-Centre, mais elle vient d'être recrutée à l'Institut national de santé publique du Québec, justement en surveillance. Elle est professeure d'enseignement clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Elle a une longue expérience en surveillance et elle collabore avec le Bureau d'information sur l'état de santé de la population, le BIESP, pour les amis de l'INSPQ. Alors, Manon. C'est toujours un peu délicat, les appartenances. Alors, après dîner, normalement, il s'installe une douce langueur que parfois même le café ne réussit pas à dissiper. Alors, je m'engage près de vous à faire tout mon possible, en fait, presque tout ce qui est possible de faire, pour briser cette langueur et susciter votre intérêt. Et ma meilleure arme, en fait, elle est à ma gauche. Ce sont les panélistes, je pense, qui ont des choses très intéressantes à nous communiquer. Alors, on va commencer par une brève description de chacune de leurs expériences, de façon à vous immerger dans ce qu'elles ont à nous transmettre. Par la suite, j'ai préparé quelques questions à leur intention. Et après, ça va être à votre tour de leur poser des questions qui s'arriment à votre contexte. Donc, ce matin, les conférenciers nous ont abordé divers moyens pour renforcer la capacité des organisations à utiliser les données concernant les inégalités. Ils nous ont présenté aussi des méthodes et des outils, des stratégies pour communiquer plus efficacement ces données. Suite à cet exposé, quelles leçons peut-on dégager de certaines expériences antérieures? Et voici l'objectif de la table ronde. Alors, 3 panélistes ont accepté généreusement de venir nous partager leur expérience et les apprentissages qu'ils en ont retirés. Donc, chacune dispose à peu près 10 minutes pour présenter son projet et ensuite, nous allons pouvoir interagir longuement avec celle-ci. Alors, nous allons l'honneur. Je vais commencer par Mme Louise Saint-Pierre, qui est à ma gauche. Donc, Mme Saint-Pierre a une longue carrière en promotion de la santé. Elle est actuellement conseillère auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l'implantation de la politique gouvernementale de prévention en santé, ce qu'on appelle entre nous la PGPS. Elle a aussi œuvré une dizaine d'années au sein du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé à l'INSPQ. Elle s'est particulièrement intéressée à l'intégration des questions de santé dans les politiques publiques par des pratiques comme l'évaluation d'impact sur la santé et la gouvernance intersectorielle. Donc, Louise fait partie du projet sur les inégalités sociales de santé au sein de la PGPS. Alors, Mme Saint-Pierre, je vous cède la parole. Merci. Bon après-midi, vous m'entendez bien? Oui, tout fonctionne. Alors, bien, je suis contente d'être ici, parler de la PGPS. On nous a demandé... Oui, c'est ça, je sais que je parle pas fort. On nous a demandé un peu de parler de ce contexte-là, de l'application des ISS dans le contexte de la PGPS, les défis et les leçons qu'on retire. La politique, elle est relativement récente. Je vais dire un rappel sur cette politique-là qui a été adoptée en 2016. C'est la première au Québec. Je pense qu'il faut se rappeler de ça. C'est la première fois aussi en Amérique du Nord. Fait que je trouve que d'entrée de jeu, on peut se dire que c'est une belle illustration de la capacité de la santé publique au Québec de faire avancer ses idées de travail sur les déterminants sociaux de la santé. On est en mesure de se comparer un peu internationalement. Puis on peut dire quand même qu'avec cette politique, l'article 54 de la loi santé publique, donc c'est la première. La visée sous-jacente de cette politique, je pense qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment de développer une culture santé-inégalité au sein du gouvernement. Donc, ce n'est pas une politique sur les inégalités sociales de santé, ce n'est pas une politique de santé. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de renforcer, de valoriser le fait que cette idée que la santé, c'est une responsabilité qui doit être partagée par l'ensemble des secteurs. Ce n'est pas seulement une responsabilité du ministère de la Santé. Donc, on essaye avec ça d'avancer dans ce sens-là en travaillant sur avec les partenaires qui le souhaitent, sur des programmes, des politiques, des mesures
dans leur propre mission, mais qui contribuent à améliorer les déterminants de la santé. Donc, la façon dont ça a été élaboré, c'est qu'on demandait au secteur de nous proposer des actions qui veulent renforcer, soit accélérer parmi leurs actions ou renforcer dans leur propre mission et qu'on l'on jugeait qui étaient des mesures bonnes pour la santé, qui touchaient les déterminants. Donc, on n'a pas fait de choix sur les déterminants. On voulait vraiment que les ministères et organismes adhèrent à cette idée. Et finalement, il y a 15 ministères et organismes, finalement, qui, dans la première foulée, le premier plan d'action interministériel, qui ont accepté d'embarquer ensemble et de mettre de l'avant certaines de leurs mesures pour travailler sur la santé de la population. On parle des déterminants de la santé. Excusez, bon, je me suis... Vous le savez, la PGPS a une double finalité, santé, inégalité. Je voudrais quand même mentionner que quand on a présenté le premier plan d'action interministériel 17-21 au cabinet de la ministre déléguée de la Santé, c'était Mme Charlebois à l'époque qui était responsable, ce volet-là, réduction des écarts ou travailler sur les inégalités qui est intégré dans une politique, a été bien reçu. Et autant le ministère du Conseil exécutif là, qui regarde toutes les politiques qui passent, autant le cabinet de la ministre trouvait que c'était là une valeur ajoutée de notre politique, de la politique gouvernementale. Donc, il y a quand même une sensibilité au sein du gouvernement sur le fait qu'on essaye de ne pas laisser personne en arrière. Il y a quand même cette sensibilité qui existe. Et associé à ça, vous savez qu'il y a des objectifs associés à la politique gouvernementale de prévention en santé. Il y a 9 objectifs, dont celui sur la réduction des écarts. On a un objectif spécifique qui est de réduire de 10% le taux de mortalité entre les plus favorisés et les moins favorisés. Et ça, on le porte aussi. On le porte et... on le porte pas seul. Et ce qu'on dit continuellement aux autorités gouvernementales, c'est que c'est cet objectif-là, dont celui sur la réduction des écarts, il n'y a pas seulement la PGPS qui y contribue, mais un ensemble de politiques, et là, on les nomme, celui sur la politique familiale, celui de la lutte contre la pauvreté, et on veut faire en sorte que l'ensemble des secteurs et des politiques considèrent qu'ils contribuent aussi à ces objectifs-là, c'est pas seulement la PGPS. Donc, tout ça, cette mise en contexte pour vous dire un peu que la PGPS, comme on appelle familièrement, a un rôle un peu de biais par rapport aux inégalités sociales de santé. Je répète, ce n'est pas une politique sur les inégalités, mais on essaye de faire en sorte que ça soit transversal dans toutes les décisions. La stratégie qu'on a utilisée au sein de la PGPS, il y en a, en fait, je les ai résumées en 3. La première, pourrait dire, c'est associé à la façon dont les gens ou les types de mesures que les ministères et organismes ont élaborés pour ce qu'ils nous ont proposé pour faire partie du premier plan d'action. Dans la PGPS, dans la politique, il y a 35 mesures. Ça veut dire pour nous 35 tandems, c'est-à-dire le secteur de la santé travaille avec tous les secteurs qui contribuent, les 15 ministères et organismes. Il y a toujours quelqu'un du ministère de la Santé qui travaille avec ces organismes-là. Ils nous ont fait des propositions d'action. Et nous, on leur demandait d'identifier dans ces actions-là de quelle façon ça touchait ou pas des groupes vulnérables ou de quelle façon ils touchent les inégalités sociales de santé. Ce n'est pas toutes les mesures qui ont vraiment des visées inégalités sociales de santé, mais ça permettait de leur dire, quand on développe des priorités, ce qui est important pour nos plans d'action, c'est penser aux inégalités sociales de santé. Mais quand on regarde l'ensemble des actions, il y a 150 actions dans le PAI, dans le premier plan d'action. Il y a un bon tiers qui touche directement des groupes vulnérables. Il y a comme cette tendance-là, cette couleur qu'on veut donner. Il y a aussi des actions qui sont plus générales, comme politique de bruit, de l'air intérieur, qui peut aussi toucher des groupes vulnérables. La deuxième stratégie, c'est qu'on a réussi à garder un peu de budget au niveau central. On a une petite équipe là, de coordination et de soutien sur les ISS. On a fait un projet ISS. On a confié un mandat à l'Institut national de santé publique pour nous aider
à utiliser les données, justement. Comment on utilise les données? Comment on peut parler à nos partenaires d'inégalité sociale de santé dans le cadre de nos rencontres? Et on essaye de trouver des opportunités, des occasions. Il a été assez clair au début, dans cette petite équipe-là, qu'on ne pouvait pas arriver avec nos gros sabots et parler d'inégalité ou de données. Il fallait vraiment être capable de traduire, et c'est une des difficultés que l'on a. On parlait ce matin de scénario, de scénariser. Comment on parle à nos partenaires, au ministère du Transport, au ministère de la Famille, au ministère de la Culture. Comment on parle inégalité? Pour ça, il faut connaître leur réalité et savoir et reconnaître qu'eux ont aussi beaucoup d'informations, ils ont beaucoup de données, et comment on peut les mettre ensemble, et nos informations peuvent être une valeur ajoutée pour eux. Et notre troisième stratégie, c'est de profiter de toutes les occasions. Je vous donne un exemple. Le ministère du Transport nous a présenté, dans le cadre de nos rencontres, leur politique sur la mobilité durable. On voyait qu'il y avait là une préoccupation pour des groupes, la mobilité réduite. On les a rencontrés de façon informelle pour dire comment on peut continuer à travailler dans ce sens-là, quels pourraient être vos besoins. On a actuellement, à ce moment-là, demandé à l'Institut national de santé publique de nous sortir un tas d'informations qui concernent le transport, le ministère du Transport. C'est quoi sa mission, c'est quoi ses objectifs, pour nous aider, évidemment, à bien tailler nos questions. J'arrive au défi, c'est assez quand même difficile. En fait, ce que les gens nous disent, qu'on réalise avec les autres secteurs, comme je disais, d'entrée de jeu, il y a une sensibilité envers leur clientèle. Alors, chaque secteur a quand même une clientèle et des préoccupations. Par exemple, avec le ministère du Travail, Emploi et Solidarité, c'est sûr qu'ils ont une très, très grande préoccupation par rapport à leur propre clientèle, et ils sont en mesure de voir où sont les failles, où est-ce qu'il manque, ou à quel endroit il manquerait des actions à faire. Et si je continue cet exemple-là, ce ministère-là nous disait, bien, souvent, notre clientèle qui est défavorisée peut avoir un problème de mobilité. Ils ont de la difficulté à aller à leur entrevue d'emploi, des difficultés à aller avoir accès aux services de santé. C'est notre clientèle, mais ce n'est pas notre mission de favoriser, d'assurer leur transport. Donc, on a fait des liens avec le ministère du Transport qui, à travers la mobilité durable, avait aussi une certaine préoccupation sur l'accessibilité géographique. On essaie de mettre ces gens-là ensemble. Notre enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait après. La solution, une fois qu'on reconnaît, si on reprend le diagramme de Mme Whitehead, il y a des données, il y a une volonté d'agir. Je trouve que là, ce à quoi nous, on fait face, c'est la capacité des organisations à passer à l'action. C'est pas tant la donnée, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comment on peut s'organiser. Et à ce niveau-là, les solutions ne sont pas québécoises, donc ça prend énormément d'argent. Donc, on essaie toujours de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont peut-être les petites interventions. Et je terminerai en disant qu'il faut que nous, on apprenne aussi qu'on accepte les limites de la PGPS, qui est vraiment de distiller cette information-là, de faire en sorte que les gens se parlent. On va évaluer l'objectif 9, là, qui est de réduire l'écart. Mais on sait très bien que ce n'est pas juste la PGPS qui va y arriver. Alors, comment on peut jouer notre rôle de leader qui est beaucoup plus dans l'ombre, finalement, et mettre des gens ensemble et s'assurer qu'avec le temps, on parlait ce matin que ça prend du temps, ça prend de la patience, comment on développe ces relations pour que, en bout de ligne, il y a, au bout de 2-3 ans, des gens qui se mettent ensemble et puis que ça puisse donner lieu à des actions. J'arrête là, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la PGPS, mais très ouverte sur toutes les questions. Merci. Nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Donc, je passerai à la deuxième panéliste, Mme Marie-Noëlle Lavoie, est coordonnatrice des services de promotion de la santé, de prévention et de l'organisation communautaire au CIS de Chaudière-Appalaches. Elle est impliquée en santé publique depuis 20 ans. Actuellement, Mme Lavoie est responsable du déploiement d'une orientation prioritaire au sein de son CIS, soit d'agir concrètement pour réduire les inégalités sociales de santé. Et cette orientation-là vise toutes les directions de l'établissement. Je lui cède le micro pour vous en parler plus amplement. Merci, Carmen.
Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter une expérience qu'on vit en Chaudière-Appalaches. C'est vraiment en toute humilité que je vous la présente. Je pourrais passer sous le silence. Comme gestionnaire, pour moi, c'est un incontournable aussi d'être accompagné par des professionnels compétents en la matière. Fait que j'ai avec moi aussi aujourd'hui un professionnel qui est Éric Lemieux, qui m'accompagne dans tout ce processus. Je ne pouvais passer sous le silence que je ne peux faire ça seul dans le contexte de gestion dans lequel on est impliqué. Aujourd'hui, je voulais refléter le travail qu'on a à faire en santé publique. C'est souvent un travail de collaboration intersectorielle avec tous nos partenaires, dont Louise faisait référence. Mais on oublie aussi le travail qu'on peut faire à l'interne de notre propre organisation, jouer notre rôle d'influence au sein même de notre propre réseau de la santé. Fait que pour ce faire, quant à l'utilisation des données des inégalités sociales de santé, bon, c'est donner des outils de travail qui sont, entre autres, la caractérisation des communautés locales qu'on a produit en 2011 et qu'on a reproduit en 2017. C'est un outil qui nous donne accès à les indices de défavorisation matérielle et sociale de nos communautés. En Chaudière-Appalaches, on a catégorisé autour de 250 communautés d'appartenance. Une communauté d'appartenance, pour être rapide, c'est lorsque vous allez prendre une marche à l'extérieur dans votre comté, quelle est votre zone de marche? Fait que c'est où que vous sentez que, où est-ce que vous restez là? Ah non, ça c'est plus dans mon quartier. Fait que parfois ça peut être 2 rues, parfois ça peut être 5 rues. Fait que c'est vraiment une communauté d'appartenance. À ça, ce qui est intéressant pour la production et la diffusion de ces données-là, on a une équipe mixte, autant de médecins que d'agents de planification, programmation et recherche et d'organisateurs communautaires qui nous aident à travailler avec les stratégies de surveillance, qui nous aident à travailler avec les stratégies de promotion de la santé aussi. Et oui, en 2016, qui découle du plan national de santé publique, notre région s'est dotée d'un plan d'action régional auquel on avait une grande orientation d'agir pour réduire les inégalités sociales de santé. Et cette grande orientation-là a été entendue par notre conseil d'administration. Fait que le directeur de santé publique a fait la proposition à notre conseil d'administration d'adopter cette orientation. Fait que je me plais à utiliser l'image que Éric utilise. Il faut que ça soit dans notre ADN d'organisation. Et la plus-value comme organisation, c'est qu'on a déjà aussi dans nos 3 valeurs organisationnelles l'équité et la collaboration. Fait que c'est aussi, et l'autre, c'est vraiment l'humanisme. Fait que ça fait partie de notre organisation. Fait que c'est certain que c'est un peu plus facilitant dans ces circonstances-là. Ensuite de ça, j'ai eu le privilège d'accompagner notre conseil d'administration à un lac à l'épaule pour s'approprier les données de la caractérisation des communautés, les comprendre, jouer avec et aussi, comme conseil d'administration, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour prendre des décisions éclairées sur les données de la caractérisation des communautés. J'ai fait le même travail avec notre conseil de direction, notre comité de direction. Je fais attention pour utiliser les acronymes. Et ça, c'est comme ça c'est depuis 2 ans là, quand même. Fait que vous voyez que les processus à lesquels on est convié, même si on est dans un réseau qui va vite, ce processus-là de changement de normes sociales au sein même de notre organisation est un processus aussi qui prend un certain temps. Ensuite, j'ai eu le privilège en octobre 2019, lors d'une journée des leadership. À chaque année, on a 2 journées qui fait référence à tous les gestionnaires de notre organisation, de travailler en atelier avec tous les gestionnaires, que ce soit autant les gestionnaires des programmes cliniques, qui sont un peu plus proches de la réalité sociale de notre population ou de nos usagers, mais aussi les directions logistiques, les directions support, les directions de ressources humaines. Fait que ça a été intéressant aussi de voir les points de vue différents de mes collègues gestionnaires aussi quant à quelle était leur posture pour réduire les inégalités dans leurs propres pratiques habituelles. À ça, on a fait tout au plus d'une centaine de présentations jusqu'à maintenant, autant à l'interne de notre organisation qu'à l'externe. Fait que pour l'utilisation des données, si j'avais quelque chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir les modalités de communication qui sont variées et adaptées à l'auditoire. Fait que ça, c'est une des premiers éléments que j'aimerais que vous reteniez. En termes de retombées de cette expérience, les retombées sont très intéressantes du point de vue des programmes cliniques. Les programmes cliniques, maintenant, ils ne peuvent plus prendre de décision parce qu'ils ont développé ce réflexe-là d'utiliser les données de la caractérisation pour faire des choix. Que ce soit de faire des choix sur un budget qui nous est confié du ministère de la Santé en disant
où je devrais investir mes sommes d'argent, pourquoi je les investirais là, est-ce que je le fais mur à mur ou j'en investis un petit peu plus dans un secteur que dans un autre secteur. Fait que ça, c'est vraiment important aussi pour les programmes cliniques. Un élément qui nous est répertorié aussi, c'est la posture d'intervention. Il faut être conscient des préjugés qu'on peut avoir aussi comme clinicien, comme intervenant du réseau. C'est vraiment important parce que notre pratique va être continuellement adaptée avec les préjugés qu'on peut porter nous-mêmes sur les inégalités sociales de santé. Je vais laisser tout à l'heure une partenaire privilégiée qui est de la Ville d'Olivier qui aura l'opportunité de vous présenter ses retombées parce qu'un autre élément que j'aimerais que vous reteniez, c'est vraiment que ça a un impact significatif dans la planification de nos services. Je terminerai avec le volet des défis rencontrés, mais avant de passer, on a eu dernièrement notre processus d'agrément Canada et ils ont reconnu que le travail jusqu'à maintenant qu'on faisait au sein même de notre organisation pouvait devenir une pratique exemplaire. Fait que ça a été aussi un beau coup de chapeau que de se le faire reconnaître par Agrément Canada, qui se promène à l'intérieur du Canada au grand complet, même outre-mer, et que ce processus-là interne a été une pratique qui pouvait devenir une pratique exemplaire. Bien sûr, des défis quant à la coordination, la diffusion des données, des défis aussi quant à l'utilisation et aussi des indicateurs mesurables. Parce que quand notre PDG dit « Moi, mais ça donne quoi, ça, là? » OK. Fait que aussi, on l'a dit ce matin, il faut avoir des objectifs proximaux, des objectifs de processus, parce que c'est des normes sociales quand même. C'est une pratique, c'est des normes sociales qu'on modifie, fait que c'est des décennies qu'il faut prendre en compte. Une pédagogie de présentation, c'est des données qui sont sensibles et ça peut heurter vraiment. Fait qu'il faut être sensible lorsqu'on fait cette présentation-là. Il faut être capable d'avoir le point fort, les données qualitatives aussi. Fait que c'est la plus-value de s'associer avec l'organisation communautaire pour faire refléter comment vivent ces citoyens-là aussi. Parce que c'est juste une donnée. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une courbe. Ça se peut que la courbe, on la prenne ou pas. Mais c'est aussi de faire ressortir le potentiel de nos communautés en même temps qu'on parle de ces données-là. Parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Et aussi, le soutien à l'appropriation et à l'intervention, c'est vraiment, moi, ce qu'on appelle, c'est le service après-vente. C'est pas juste de donner les données, mais c'est comment on les traduit dans l'action, ces données-là. Et les données sont souvent, des fois, perçues comme étant désuètes. OK? Des données de 2011 dans une caractérisation des communautés de 2017, là, on se fait dire par des partenaires, « Ouais, mais là, c'est quoi, là, aujourd'hui, là? » Fait que vous voyez aussi que ça, c'est des défis qu'on est confrontés avec l'accessibilité de nos données. Fait que, dernier élément que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il faut vraiment aller selon les besoins et les rythmes de diffusion de nos partenaires, de nos programmes cliniques. Si on 10 minutes à nous consacrer, ça sera ça. Il faut cibler le message qu'on souhaite cibler, s'adapter, d'avoir une pédagogie constructive et de se donner d'un service après-vente. Beau, mais vaste programme. Ça va donner lieu à des échanges très intéressants, je pense. Merci beaucoup. Alors, notre dernière panéliste, c'est la docteure Shelley-Rose Hippolyte. Elle a d'abord travaillé comme médecin de famille et médecin dépanneur, notamment auprès des communautés CRI de la baie James. Elle est aujourd'hui médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Elle travaille comme médecin conseil à la direction de santé publique du CIUST de la capitale nationale, plus particulièrement au sein du service équité en santé, et elle est professeure adjointe à la faculté de médecine de l'Université Laval. Elle est médecin volontaire depuis plusieurs années à Médecins du Monde Canada et à la Croix-Rouge canadienne, et elle a participé à plusieurs missions d'urgence et de développement. Elle a reçu le prix 2013 de la Société canadienne de santé internationale pour l'œuvre accomplie, et en 2018, elle a été nommée parmi la première liste des femmes canadiennes leaders en santé mondiale par la Société canadienne en santé internationale. Ses champs d'intérêt sont les inégalités sociales de santé, les approches participatives et axées sur l'empowerment, les soins de proximité et la médecine humanitaire. Docteur Hippolyte. Merci. Alors, merci pour l'invitation, pour l'opportunité, pour le privilège. Parce que pouvoir prendre la parole, en fait, est un privilège. Donc, l'histoire débute il y a 10 ans, la Direction de santé publique de la capitale nationale
il avait été décidé que le directeur de santé publique, en fait, le prochain rapport du directeur de santé publique porterait sur les inégalités sociales de santé. Alors, en fait, dès le début, s'est posée cette question centrale: quelles données sur les ISS allons-nous produire et diffuser? Alors, moi, je souhaitais, avec d'autres collègues avec moi, ne pas privilégier seulement les données statistiques, épidémiologiques et d'experts, mais faire la place à la parole des personnes marginalisées. Donc, ces personnes qui n'ont pas le même privilège de pouvoir prendre la parole. Alors, on ne souhaitait pas juste dresser le portrait des ISS, on souhaitait comprendre comment elles se construisent et comment elles se vivent. Et donc, ceci s'est fait, mais au prix de véritables batailles. Parce qu'à l'époque, en fait, la parole des personnes marginalisées était jugée non représentative, peu crédible, trop longue et trop chère à recueillir. Mais au final, on a produit un rapport avec la parole citoyenne vraiment en son cœur. Une fois le rapport en main, on s'est dit, bon, on a tout en fait pour communiquer. Mais sincèrement, on avait vraiment l'impression de l'avoir largement fait. Parce que si communiquer, c'est entendu comme transmettre des informations, communiquer, c'est aussi entrer en relation et établir un dialogue. Et là, on y avait mis beaucoup d'efforts à établir des liens, à rétablir des liens, je dirais, notamment avec le milieu communautaire. Beaucoup d'efforts avaient été investis, évidemment, pour partager nos idées, nos valeurs, nos données, mais beaucoup plus difficile encore, des efforts avaient été faits pour recueillir ceux des autres. Lorsque le rapport a été publié, en fait, on avait des cibles à l'interne et à l'externe. Et puis, je vous avoue que peu importe les cibles, nos objectifs ont toujours été pas mal les mêmes. Informer, évidemment, c'est sûr, mais beaucoup plus que ça. Nous, on voulait vraiment toucher, voir susciter l'indignation des personnes présentes pour faire en sorte qu'elles se sentent interpellées, pas juste au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, pour qu'elles puissent poser une action. Et puis, notre contenu, toujours malheureusement, parce que peut-être que ça ne suit pas les règles, mais en tout cas, toujours été pas mal le même aussi. Donc, quelques données qui montrent les écarts, beaucoup de paroles citoyennes, beaucoup de photos et un dessin. Alors, notre première cible, en fait, a été la haute direction sans contredit. Parce qu'on voulait une autre direction qui était forte et on voulait inscrire l'équité en santé dans nos normes organisationnelles. Et ça s'est fait progressivement. Parce que dans le rapport, il y avait des engagements. Et les engagements ont permis d'avoir un premier plan d'action pour réduire les ISS 2014-2015. Alors, quand le Programme national de santé publique est arrivé, on y a vu là une grande opportunité. Notre directeur de santé publique a obligé toutes les équipes de travail à rencontrer notre équipe, l'équité en santé, pour qu'on les accompagne à identifier des cibles de réduction des ISS. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a un plan d'action régional qui comprend les 4 axes du Programme national de santé publique, mais qui comprend aussi un autre axe, un axe 5, spécifique juste à l'équité en santé. Et aussi, on a un axe transversal ISS pour l'ensemble des domaines. Notre deuxième cible, les professionnels de santé publique. Lorsque le rapport a été diffusé, ça a suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Mais quelques initiatives intéressantes, mais globalement, quand même peu d'actions. Sauf l'équipe de surveillance qui a pris un véritable leadership chez nous là, par rapport aux ISS. Alors, comment les rejoindre davantage? Je vous partage 2 actions qu'on a faites. Alors, lorsqu'on a écrit le plan d'action régional de santé publique, on a mis en place un comité de citoyens partenaires. Le comité de citoyens partenaires chez nous est composé de personnes qui font partie des groupes les plus marginalisés. Et donc, on voulait les consulter pour avoir leur avis sur les interventions de santé publique. Devant le succès de ce comité, donc, ce comité est devenu un comité permanent à la direction de la santé publique. Il est consulté, il peut être consulté par n'importe quel professionnel de santé publique qui souhaite avoir un avis sur ces interventions. Un autre exemple, c'est depuis à peu près 2 ans, on a mis en place une activité sur l'heure du midi qu'on appelle les Midis Jason ISS, une activité très décontractée, qui vise pas tant à transmettre des données probantes, mais plutôt à toucher les professionnels, à les interpeller pour qu'ils fassent quelque chose. Et notamment par le témoignage de personnes marginalisées sur leur trajectoire de vie.
Alors, difficile de dire qu'est-ce qui est le plus efficace dans tout ça, mais en tout cas, force est de constater que depuis 1 an, on a beaucoup plus de demandes d'accompagnement de la part des équipes. Maintenant, à l'externe, je sais que notre directeur de santé publique, mais beaucoup notre directrice adjointe de santé publique tente de placer les ISS un peu partout où elle va. Et le directeur général du CIUS de la capitale nationale au printemps a décidé de relancer le réseau local de services autour du thème des inégalités sociales de santé. Et pour le RLS de Québec, on a eu 2 rencontres. Donc, on a partagé les données du rapport, on a partagé des données de surveillance un peu plus récentes, mais on a surtout parlé d'exclusion et d'inclusion sociale, en fait. Et au bout des 2 rencontres, les membres du RLS ont décidé d'adopter un plan d'action qui va viser à changer la culture organisationnelle dans chacune de l'organisation. Notamment, ils ont décidé de réduire les préjugés des professionnels et les pratiques d'exclusion et d'axer davantage sur les interventions de proximité. Un autre exemple, en 2018, il y a eu un concours pour les villes intelligentes au niveau du Canada. La Ville de Québec s'est portée volontaire et a choisi les ISS comme thématique centrale. En fait, le rapport du directeur était leur document de base. Donc, on les a accompagnés, en fait, pour qu'ils identifient les leviers, quels leviers dispose la Ville pour réduire les ISS. On a fait en sorte que les porteurs de dossiers rencontrent le comité de citoyens partenaires à 2 reprises pour qu'ils se sentent davantage engagés envers ces citoyens et aussi qu'ils tiennent compte de leurs recommandations. Donc, la Ville de Québec n'a pas gagné, elle est arrivée seconde par rapport à Montréal. Elle n'a pas eu le 50 millions. Mais elle a quand même décidé d'aller de l'avant avec son plan d'action tout de même. Alors, beaucoup de leçons ont été tirées de ces expériences et je vous en partage seulement quelques-unes. Pour motiver les partenaires à l'externe, en fait, très peu de données quantitatives et très peu de données probantes suffisent. Non, sérieusement, très, très peu. D'ailleurs, on sait que les processus décisionnels politiques sont souvent des processus complexes, pas toujours rationnels et qui ne se basent pas toujours sur des données probantes. Donc, c'est rassurant quand même pour nous. Le recours aux données quantitatives est absolument nécessaire, c'est primordial pour dresser le portrait des ISS. Mais pour passer à l'action, à mon avis, c'est insuffisant. Ça prend des chiffres, mais ça prend des mots. Et la parole des personnes marginalisées, à mon avis, est essentielle. Lorsqu'on veut comprendre les contextes d'inégalité sociale, lorsqu'on veut comprendre les processus d'exclusion sociale qu'ils vivent, pour comprendre les contextes d'angoisse et d'anxiété, d'humiliation et de honte, la perte d'estime de soi que ces gens-là vivent, en fait, tous des éléments qui se prêtent pas très bien à une évaluation par des chiffres. La façon de présenter les inégalités sociales de santé compte et ça va certainement influencer la réponse. Alors, présenter les ISS, non pas seulement sous forme d'écart d'état de santé, mais présenter les ISS sous forme d'un problème de valeur, d'un problème de société et d'un problème politique est certainement gagnant, à mon avis. L'autre chose, ne pas avoir peur d'exprimer ses valeurs. En fait, on ne se sent pas vraiment professionnel lorsqu'on parle de valeurs, de convictions, d'engagement. On a l'impression de ne pas être professionnel. Mais pourtant, on sait et puis c'est démontré que les valeurs sont ce sur quoi les gens vont le plus connecter en général et c'est ce qui risque le plus d'amener à des changements. Et aussi, je dirais, ne pas avoir peur d'avoir comme cible explicite de toucher les gens. Alors, on n'apprend pas vraiment ça en santé publique, mais de plus en plus, moi, j'en suis convaincue. Donc, un peu comme ce qui a été dit ce matin. Chercher à nourrir les têtes, oui, mais chercher à toucher les cœurs aussi. Parmi les défis, il y en a plusieurs défis, mais je vais en parler, je vais en relever seulement 3. Donc, on a certainement un défi collectif d'investir davantage des espaces publics, de faire des efforts de communication dans les espaces publics. Il faut influencer davantage les politiques publiques. Et là, peut-être qu'on devrait se pencher un peu plus sur l'expérience et l'expertise de la Direction de santé publique de Montréal à cet effet. Et pourquoi pas aussi chercher à influencer le contenu des médias,
qu'on sait qu'ils abordent très peu l'influence des déterminants sociaux de la santé dans leur contenu. Un second, évidemment, on devrait développer nos activités de plaidoyer qui visent vraiment les changements structurels. On n'est pas encore là. Et puis pour terminer, lutter contre la hiérarchisation des savoirs. En fait, tout comme il existe une échelle sociale, il existe aussi une échelle du savoir. Et on n'est pas du tout égaux dans cette échelle. Alors, en partant de l'universitaire jusqu'au professionnel, au technicien, à l'ouvrier, à la personne en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. On n'a pas tous la même légitimité de prendre la parole et on ne bénéficie pas tous de la même reconnaissance et de la même crédibilité. Alors, ce qui est entendu et ce qui est jugé crédible dépend de notre position sociale. Et en général, il y a une disqualification, en fait, des savoirs qui sont non scientifiques, qui sont non experts. Et à mon avis, la santé publique a un rôle à jouer. Parce qu'au final, les données qu'on produit et qu'on diffuse résultent de choix. Mais l'inverse est aussi vrai. Les données qu'on ne produit pas et qu'on ne diffuse pas résultent aussi de choix. Et la santé publique, à mon avis, devrait valoriser les différents savoirs, qu'ils soient experts, scientifiques, de pratiques d'intervention expérientielle et favoriser des dialogues entre ces savoirs-là. Parce que notre compréhension des ISS et de ces solutions va certainement être enrichie. Et puis, en plus, adopter cette posture va nous permettre de nous positionner, nous, comme acteurs de santé publique, agissant pour réduire les rapports de pouvoir, rapports qui, on le sait, sont au cœur, en fait, de la construction des inégalités sociales de santé. Merci. Ce sont des expériences toutes fort intéressantes. Nous en sommes maintenant à la période de l'échange. Je vous invite donc à venir soit au micro et on a quelqu'un qui surveille attentivement nos sites externes pour voir s'il y a des questions. Donc, venez au micro, vous présenter et présenter votre question. Mais puisque vous êtes probablement sous le choc de tous ces propos très intéressants, moi j'ai la chance d'avoir déjà préparé des questions. Alors, en attendant que vous vous présentiez au micro, je vais vous donner le temps de venir. Alors, chère madame, au pluriel, à partir de l'expérience que vous nous avez présentée, pourriez-vous identifier un ou des bons coups qui a été réalisé et qui vous dites, si j'étais dans une situation semblable ou si je vais refaire, je referais certainement les choses de cette façon? Nous, on n'avait pas les questions à l'avance. Mais je dirais de façon générale, je pense que la stratégie que le ministère de la Santé a adoptée par rapport à la PGPS, qui est celui du gain mutuel, du win-win, c'est parfois un peu difficile. Les gens ne vont pas aussi loin, ils ne vont pas exactement là où on aimerait. Donc, on doit changer, on parlait de posture, on doit changer un peu nos façons de faire avec nos partenaires. Mais ce qu'on peut voir là, au cours des dernières années, depuis le début, on a des retombées intéressantes. On a de plus en plus de ministères qui veulent maintenant faire partie de la politique gouvernementale. On a le ministère de l'Immigration qui réalise qu'effectivement, ils ont des liens avec la santé, le ministère de la Culture. Donc, on a un beau défi d'intégrer ces nouveaux partenaires. Mais je pense que cette approche-là, gagnant-gagnant, est à conserver. En tout cas, c'est ce qu'on a choisi puis qu'on va maintenir. Deux bons coups que j'identifierais, c'est de se doter d'une caractérisation des communautés. C'est vraiment un outil fort qui nous aide à intervenir de façon plus précise dans certains secteurs de nos régions qui ne sont pas tous semblables et d'utiliser vraiment ces données. Un autre bon coup que des fois je me sentais un petit peu moins confortable, mais c'est d'accepter l'invitation du conseil d'administration à les accompagner dans un contexte de lac à l'épaule. Fait que pour moi, qui est habituée à travailler en intersectorialité, il a fallu que je me refasse un petit peu
et de voir comment un conseil d'administration souhaitait être accompagné, quel pourrait être leur champ de décision, d'intérêt, de modification, que ce soit par des stages d'un jour dans un petit milieu qui est dans un CHSLD à Saint-Pamphile, pour donner l'opportunité à des jeunes de vivre des expériences d'un jour, de leur donner l'opportunité de comprendre aussi le transport, d'avoir aussi participé à des forums dialogiques avec des citoyens en situation de vulnérabilité. Fait que c'est vraiment des outils de travail que je leur ai confiés, mais il a fallu vraiment que je me prépare parce que j'ai beaucoup plus un discours qui est préformaté pour accompagner nos municipalités, accompagner nos écoles, nos commissions scolaires, mais un peu moins notre organisation. Puis Louise pourra en parler parce que je lui ai téléphoné un moment donné. J'ai dit, Louise, peux-tu m'aider? Comment on accompagne notre propre organisation? Elle aussi est un petit peu... Fait que ça a été aussi une période d'apprentissage que j'ai eu à faire, mais je vous le souhaite aussi parce que c'est très intéressant. On a des gains et une belle reconnaissance de notre organisation aussi. Parmi les bons coups, peut-être dès le début, d'avoir fait du processus un objectif, parce que la production, la rédaction du rapport du directeur a été beaucoup plus longue que prévu. Au moins 2 ans de retard. C'est certainement pas une première. Mais j'ai toujours... En fait, le bon coup, c'est d'avoir insisté sur la façon dont on fait les choses compte autant que ce qui va être produit. La façon dont on fait les choses est une action en soi, c'est un objectif en soi. Et c'est garant du produit final. Alors, il n'est pas question de faire quelque chose pour faire quelque chose, un rapport qui va aller sur une tablette. Donc, et ça, c'est bon pour le rapport, mais c'est bon pour à peu près tout ce qu'on peut faire. Nous, notre équipe en lien avec l'équité en santé, je pense que c'est un très bon coup. Évidemment, d'avoir lutté pour avoir mis la parole des citoyens dans le rapport. Donc, ce qui était absolument très rare dans un rapport de type directeur de santé publique. Et puis, ah oui, un très, très bon coup, je recommande à tout le monde. En fait, lorsqu'on a rédigé le rapport, j'avais fait le tour des directions de santé publique pour voir leur rapport qui avait eu du succès. C'était quoi les caractéristiques? J'avais appelé Montréal, j'étais allée à Montérégie ici aussi. Puis, on m'avait parlé des rapports qui ont une suite, c'est-à-dire là où il y a des engagements. Alors, dans le rapport d'une 150aine de pages, il y a 2 pages d'engagement du directeur. Alors, à la fin, là, quand le directeur veut absolument que ça sorte le rapport, vous dites, là, on veut des engagements. Et puis, oui, ça passe. Mais là, ces 2 pages-là, ensuite, là, c'est ça qui a permis la suite. C'est ça qui a permis... Sans les 2 pages, là, pas sûr là, que ça aurait permis la suite. Ça aurait été très gagnant. Alors, nous avons une question de l'extérieur. Alors, une question du public de Sabrina Richard du C3S de la Gaspésie. En fait, la question est pour Shelley Rose. On voulait savoir quel était l'obstacle le plus important et comment vous l'avez éliminé. Par quelle action? C'est pas clair. Hein? Non, mais c'est pas facile à répondre, par contre. Oui. C'est une bonne question, mais la réponse, il faut faire un choix, c'est pas facile. Bien, c'est sûr que spontanément, ce qui vient à l'esprit, c'est ce que je viens de vous parler. Parce que l'obstacle, le premier, c'était qu'il fallait écrire un rapport quand même dans des délais serrés. Et l'autre chose, c'est que la place des citoyens, la parole des citoyens n'avait pas sa place. On avait assez de données d'experts, tout ça scientifique, on n'avait pas besoin de d'autres choses. Ça a été l'obstacle, les 2 obstacles les plus grands. Ensuite, c'est sûr que c'est de faire en sorte qu'il y ait qu'on inscrive ça dans les normes, parce que c'est beau de parler, on veut aller dans l'équité, mais pour que ça se passe, il faut vraiment que l'équité en santé, à mon avis, là, soit écrit dans nos normes. Mais là, il faut qu'il y ait des gens qui se commettent, et notamment la haute direction. Il faut qu'à un moment donné, la haute direction dise oui, et là, on écrit ça dans nos normes. Et là, dans nos normes, bien, c'est comme un plan d'action régional. Une fois que c'est écrit, il faut rendre des comptes.
Donc, je dirais que ça, c'est un obstacle, un défi, disons, qui est important à franchir assez rapidement, à mon avis. Mais pour ça, ça prend une autre direction qui va assumer ça. Alors, j'aime bien les questions de l'auditoire. Alors, il y a une dame ici. Je l'invite à nous enrichir notre échange avec sa question. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Pama, je travaille avec le Centre de collaboration nationale pour les déterminants de la santé. C'est une question, en fait, pour peut-être chacun des panélistes aujourd'hui. Vous parlez de changer la culture organisationnelle pour mieux favoriser l'équité en santé dans les travails, dans la réduction des inégalités sociales. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire sur votre processus de l'organisation d'avoir les employés ou les personnes qui reflètent la communauté en général, comme je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas si ça se dit bien en français, puis peut-être chez les Roses, vous pouvez dire si ça fait de sens, mais for structural change, to act on the structural determinants, to have a workforce that represents the community, that represents the lived experience that you're trying to bring, avoir à la parole les personnes qui ont vécu les inégalités sociales. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans votre organisme qui fait partie de cette communauté? Parce que ça aussi, ça influence les données et les connaissances qui sont produites. Alors, rapidement, mesdames, il nous reste 2 minutes. C'est plate, là, mais... Est-ce que ça fait sens? J'irai avec une petite réponse. Notre organisation a réalisé 5 forums dialogiques auxquels on a fait une invitation spéciale, individuelle. Fait qu'on n'a pas fait un appel à tous. On est allé avec les organisateurs communautaires de nos secteurs pour identifier des personnes qui pouvaient participer à cet échange. Le premier thème qui a eu lieu, c'était sur l'accessibilité du réseau de la santé. Et ça nous a donné aussi une matière pour pouvoir continuer d'avancer avec ça. Et on en a réalisé dans plusieurs secteurs. Et il va y en avoir d'autres forums dialogiques sur d'autres thèmes qui vont venir. Mais la plus-value de ce forum-là a été d'y aller par invitation spéciale. Et c'était aussi le pourquoi que les gens ont bien répondu. Parce que souvent, on va faire un appel à tous, on peut envoyer 10 000, puis il va y avoir 15-20 personnes qui vont y participer. Fait que les gens se sont sentis privilégiés et pouvoir participer à cet échange-là. Mais au sein de l'organisation, on n'a pas de personnes présentement qui sont, exemple, en situation de pauvreté, qui sont à prendre des décisions, mais on a tout de même une politique de partenariat avec l'usager, le proche, sa famille et la communauté, qui nous invite dans tous nos processus de concertation, nos processus décisionnels, de voir à mettre en place des gens aussi avec nous pour prendre des décisions. Très rapidement, 1 minute. Désolée. Oui, c'est sûr qu'à la direction de santé publique, on n'a pas des personnes marginalisées à côté de nous, mais pratiquement tout ce qu'on fait se fait avec ces personnes-là. Donc, et même dernièrement, j'accompagnais une équipe qui veut développer un plan d'action pour rejoindre les femmes pour le dépistage du cancer du sein. Je leur disais, bien, si vous voulez avoir un plan d'action, il va falloir les consulter, ces femmes. Puis finalement, après une rencontre, on dit oui, mais ça va être difficile, lever de groupe de discussion, ça ne va pas passer, trop d'argent, trop de temps. Ben, j'ai dit, vous avez juste à vous présenter en disant, il n'y a pas de choix. Si vous voulez faire ce plan d'action pour les personnes marginalisées, malheureusement, ça va devoir passer par là. On me disait, oui, mais ce serait quoi le plan B? Ben non, surtout pas ne pas venir avec un plan B. Il n'y a pas de plan B. Justement, présentez-vous sans plan B. Et ils ont eu le financement. Il faut être convaincu de ce qu'on avance. Nous, on a notre comité de citoyens partenaires maintenant qui est consulté. Pratiquement maintenant, tous les mémoires qu'on fait, le comité de citoyens partenaires est consulté. Et on rajoute ça dans les mémoires, mais pour toute autre intervention. On favorise beaucoup, en fait, la consultation, la participation citoyenne, peu importe le dossier dans lequel vous travaillez en santé publique. On ne peut pas penser des interventions de santé publique sans demander l'avis des personnes qu'on cible. Il me semble que de plus en plus, ça ne fait pas beaucoup de sens. Alors, merci. Au nom de l'auditoire, ici
et à l'extérieur. Je me permets de vous adresser de très chaleureux remerciements pour votre partage d'expérience. Merci.